Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Est-ce Freud et le handicap? On pourrait évidemment considérer que l'approche des souffrances psychiques, répertoriées en névrose, psychose et perversion, développée par S. Freud, constitue un véritable traité moderne du handicap mental, même si les terminologies actuelles veulent le gommer au profit d'un retour aux catégories symptomatiques soi-disant à théorie. Nous avons choisi ici de ne pas nous y arrêter. Ces écrits relatifs à ces trois champs sont supposés connus. C'est pourquoi nous nous limiterons à trois aspects de l'œuvre et de la vie du créateur de la psychanalyse moins inscrits dans notre culture. Ses études sur les paralysies infantiles, son cancer et son article sur l'inquiétante Tetrarix-Gaieté. On y découvrira un S. Freud sensible à la souffrance des enfants, capable de se montrer stoïque face à ses propres douleurs et obstiné à décrire les méandres des sentiments humains. Pour lui, la maladie et le handicap sont certes une réalité non assimilable, mais aussi traumatisante soit-elle, elle interroge chacun sur ses désirs et leur histoire singulière. Au-delà des diagnostics et des symptômes, S. Freud a toujours voulu montrer l'existence et la persistance d'un sujet. Or, ce sujet, ainsi que son entourage, voit son monde se briser. Un univers inconnu et angoissant surgit brutalement. Les idées plus ou moins dépassées, de faute, de sexualité anormale, de mort, attachées à des fantasmes archaïques et obscurs ressurgissent. L'apport freudien a simplement consisté à essayer de clarifier ces idées et d'aider les enfants et leurs parents à pouvoir les mettre en mots. On ne saurait donc y voir, sauf mauvaise foi, autre chose qu'un essai d'accompagnement et de libération. En d'autres termes, la psychanalyse ne saurait être nuisible. Chapitre 1. S. Freud et les paralysies infantiles. La légende de la création de la psychanalyse s'est toujours nourrie de clichés. Parmi ceux-ci figure l'image d'un S. Freud n'ayant jamais été vraiment accepté en France, hormis des milieux philosophiques, littéraires et artistiques, et encore très tardivement. Cependant, on sait qu'il fut reçu, à l'automne 1885, par le patron de la psychiatrie française, J.M. Charcot, à l'hôpital parisien de la Salpêtrière, puis à l'été 1889, par Bernheim et Liébaud à Nancy pour parfaire sa technique hypnotique. Lors de ces deux séjours, S. Freud était déjà engagé dans le champ de la psychopathologie. Or, S. Freud, après avoir envisagé de faire son droit afin de s'engager dans une carrière sociale, sous l'influence de la lecture d'un texte de W. Goethe sur la nature, avait commencé ses études médicales en devenant privat-docent et chargé de cours, l'équivalent de notre internat et de notre agrégation en neurologie. Plus précisément, il entreprendra dans le laboratoire de physiologie de Heubroek des recherches expérimentales sur le système nerveux. C'est dans cette perspective qu'il s'intéressera à l'histologie de la sexualité de la lamproie, à l'aphasie et aux effets anesthésiants de la cocaïne. Tous ces épisodes de la vie de Freud sont largement connus. En revanche, il n'était quasiment jamais fait mention de ses travaux sur l'infirmité motrice cérébrale infantile, IMC. Grâce à une recherche documentée de Abolzinger, cet oubli est aujourd'hui réparé. Il apparaît même que le père de la psychanalyse a joui déjà, c'est-à-dire avant 1900, d'une importante notoriété dans notre pays. En effet, des documents retrouvés établissent que ses travaux sur le syndrome de Little, la forme principale d'IMC, étaient connus et discutés, notamment à Montpellier et à Lyon. Une thèse, présentée en 1892 par un certain E. Rosenthal, sera même constituée exclusivement de ces observations. Ces éléments dressent le portrait d'un éminent neuropédiatre sensible au raffinement clinique des troubles moteurs tout autant qu'au contexte psychologique et social de ses jeunes patients. Nous y reviendrons après une courte digression sur le découvreur de la diplégie spastique, paralysie des parties correspondantes des deux moitiés du corps avec raideur, ou paralysie cérébrale. Le médecin anglais William John Little, 1810 à 1894, décrivit en 1844, dans le journal scientifique, de Lancet, puis en 1861, lors d'une présentation à la Société d'obstétrique de Londres, un trouble neuromoteur d'intensité variable affectant les jeunes enfants. Les symptômes majeurs sont une raideur des muscles des jambes, et parfois, des bras, des difficultés à manipuler les objets, à parler, à manger, à écrire. Ayant remarqué que ces enfants étaient souvent nés d'un accouchement difficile, prématurité, anoxie, etc.,
Il en déduisit que ces troubles provenaient d'un manque d'oxygène cérébral ayant endommagé les tissus nerveux. Il constata également que les lésions neurologiques en cause étaient éteintes et que leurs difficultés n'étaient pas appelées à s'aggraver. Ce qui est peu connu, c'est que W.J. lui-même était né avec un déficit neurologique affectant sa jambe gauche et que, pendant toute son enfance, il fut surnommé le canard boiteux. Après des études dans un collège jésuite en France, il entreprit un cursus de pharmacie et de médecine à Londres. Ayant appris que certains chirurgiens, comme Delpech à Montpellier, Stromeyer à Hanovre et Müller à Berlin, préconisaient la section du tendon d'Achille, il apprit la chirurgie, leur rendit visite et se fit lui-même opérer par le deuxième. Or donc, il semble que S. Freud ait eu une bonne connaissance de ses premières recherches sur l'infirmité motrice cérébrale, même s'il n'a probablement jamais croisé de visu W.J. Little. Il avait rencontré à Paris chez Charcot Raphaël Lépine, un des premiers spécialistes français, qui était parti à Lyon. On comprend mieux pourquoi la thèse de Rosenthal. Cet étudiant autrichien installé dans cette ville s'appuie sur les observations de S. Freud et lui est dédié. C'est à la polyclinique pour enfants du professeur Max Kassovitz qu'en fait S. Freud avait rencontré ses enfants puisque pendant 3 heures par semaine, de 1886 à 1896, il y assura une consultation gratuite. Il y avait également étudié nombre de dossiers. Il rédigea avec son collègue pédiatre Oscar Rie une étude clinique de premier ordre. Elle fut encensée par Joseph Tessier, professeur à l'Hôtel-Dieu de Paris et surtout par Maurice Lannoy, chef de service à Lyon. S. Freud tiendra d'ailleurs une rubrique régulière spécifiquement consacrée aux paralysies cérébrales infantiles, dans une revue berlinoise de neuropathologie de 1897 à 1900. Les textes de S. Freud relatifs au syndrome de Little, se référant aux formes diverses d'expression de la pathologie et à leurs causes. Ainsi insiste-t-il, à côté des contractions, sur les troubles du champ visuel et ceux de la phonation. De même propose-t-il de présenter les étiologies possibles en 3 catégories. Accouchement difficile, prématurité, asphyxie néonatale, maladies infectieuses périnatales du nourrisson et causes intra-utérines, maternelles, de type cachexie. Il admet également l'idée d'une prédisposition à la fragilité des vaisseaux sanguins cérébraux, en cas de syphilis héréditaire. Encore en 1925, lors d'un congrès sur les encéphalopathies infantiles à Paris, Aucrouzon parlera de cas familiaux du syndrome de Little en les nommant diplégie familiale de Efferkjude. Pourtant, l'examen de ces textes de S. Freud montre qu'il était très réservé sur une hérédité source d'inévitable dégénérescence. L'enfant n'est pas simple reproduction d'un passé, il vit au présent et construit son avenir. Ce qui lui arrive est d'abord accidentel. En outre, il n'existe que dans un contexte familial et social donné. Enfin, pour lui, nulle famille n'échappe aux prédispositions neurologiques. Déjà en mars 1886, lors d'un séjour à Berlin, il écrivait à sa future femme : « Quand leur petit cerveau n'est pas atteint, ces petits bouts sont vraiment très attachants. Quand ils souffrent, ils sont si touchants. » Il ajoute penser même à devenir pédiatre. Dans le travail écrit avec Auric, en 1891, portant sur une 50aine d'enfants âgés entre 9 mois et 10 ans, il évoque un petit bambin de 18 mois qui paraît anxieux et ne sait pas jouer, un garçon de 9 ans qui est très vif, qui rit beaucoup mais peut facilement pleurer, un autre enfant de 3 ans, dont la mère fut très triste pendant sa grossesse et qui aujourd'hui est très attentif et semble tout comprendre. Ainsi, au-delà de la marche plus ou moins désarticulée de ces enfants IMC, S. Freud s'intéresse d'abord à eux comme personnes. Chapitre 2 : Le cancer de S. Freud. S. Freud souffrit d'un cancer de la mâchoire pendant les 16 dernières années de sa vie. Il dut subir 33 interventions chirurgicales et fut contraint de porter une prothèse buccale. Il rencontra des difficultés de plus en plus grandes pour parler, manger et fumer. Mais c'est avec une grandeur d'âme stoïcienne qu'il supporta ces épreuves avant de s'éteindre en 1939, à l'âge de 83 ans. Évidemment, cela constitue un paradoxe pour l'inventeur de la talking cure et le découvreur du stade oral que de devenir ainsi handicapé. Grâce à 2 de ses disciples, Ernest Jon et Max Schur, qui l'accompagnèrent jusqu'à la fin, nous savons que c'est en février 1923, à l'âge de 67 ans, que S. Freud remarque pour la première fois une leucoplasie sur sa mâchoire et le côté droit de son palais,
anomalie qu'il diagnostique comme étant une tumeur de type épithélium et relie à sa consommation excessive de cigares, des trabucos une vingtaine par jour depuis plus de 25 ans. Il n'en fera part à son médecin ami, M. Steiner, que 2 mois plus tard. Pour la première fois, il se déclarera déprimé. Certes, S. Freud avait eu quelques alertes en particulier cardiaques, de sa fragilité somatique. De plus, sa vie venait de le confronter à des expériences douloureuses. Les dissensions et ruptures avec quelques-uns de ses premiers disciples, C.G. Jung, A. Adler, S. Ferenczi et Orank, l'affaire de H.W. Frink, un psychanalyste tombé amoureux d'une de ses patientes, l'atteinte au respect de ses droits d'auteur par un éditeur douteux aux États-Unis, la mort d'une nièce à l'âge de 23 ans alors qu'elle était enceinte, la perspective de la vieillesse, mais surtout les disparitions d'un ami, Tony von Freund, et de sa propre fille, Sophie, âgée de 27 ans. Cependant, il continuait à travailler sur la psychologie collective, le moi et le ça, etc. C'est dans ces textes qu'il affine le concept de narcissisme et inaugure l'idée d'une pulsion de mort. Or, voici que celle-ci frappe à la porte de son corps. Il acceptera donc de consulter fin avril 1923 le dermatologue et psychanalyste Maxime Stcincr. Celui-ci reconnut la gravité de la lésion, mais déclara à S. Freud qu'il ne s'agissait pas d'un cancer, et lui recommanda simplement d'arrêter de fumer. Lorsque la même semaine, un autre ami et psychanalyste, Félix Deutsch, lui rendit visite, au moment de le raccompagner, S. Freud le pria d'examiner sa bouche. Au premier coup d'œil, ce médecin identifia une mauvaise leucoplasie et préconisa une excision. Celle-ci eut lieu quelques jours plus tard dans une clinique privée, sans que S. Freud veuille prévenir les siens. Mais l'opération ayant donné lieu à une importante hémorragie, il dut rester alité et se faire apporter quelques affaires par sa femme, Martha, et sa fille, Anna. L'opération avait été réalisée sur une chaise de cuisine et avait duré 2 heures. Faute de chambre et de lit disponibles, le patient avait été ensuite conduit dans la chambre d'un autre malade qu'Anna décrivit comme étant un nain demeuré. Le fait est que Martha et Anna durent quitter la clinique à l'heure du repas, et revinrent quelques heures plus tard. Elles constatèrent alors que S. Freud avait une nouvelle hémorragie. La sonnette d'appel des infirmières ne fonctionnait pas, et c'est le nain qui sortit en courant chercher de l'aide. La tumeur prélevée confirma la présence d'un cancer. S. Freud subit alors dans les semaines qui suivirent un traitement à base de rayons X et d'applications locales de radium. En octobre 1923, sous anesthésie locale, on l'opéra de la carotide et des ganglions sous-maxillaires et jugulaires et on procéda à une greffe cutanée. À peine un mois après, on l'opéra à nouveau d'une nécrose de cette dernière. À nouveau, S. Freud perdit beaucoup de sang et reçut une série de rayons X en mai 1924. L'écrivain Romain Rolland rendit visite à S. Freud, niais celui-ci pouvait à peine parler. On chercha cependant à échanger en français. Il fut confronté à la même difficulté 2 ans plus tard. Rendant visite à la chanteuse Yvette Gilbert, S. Freud se tourna vers son mari et lui fit cette remarque. « Ma prothèse ne parle pas le français. » C'est justement en 1926 que commença une suite interminable de prolifération des cellules cancéreuses qu'il fallut traiter par la chirurgie, soit par excision, soit par électrocoagulation. À la fin de l'année, en octobre, S. Freud est de nouveau confronté à la mort d'un de ses proches. Et Heinle, le jeune fils de sa fille décédée et frère de l'enfant à la bobine, est emporté à 8 ans par une tuberculose miliaire fulgurante. Il écrira alors à son ami le psychiatre et philosophe Albin Swanger. « C'était un enfant intellectuellement très brillant. Il me tenait lieu de tous mes enfants et petits-enfants. Depuis la mort de Heinle, je n'aime plus mes petits-enfants et je ne me réjouis plus de la vie. » Ce fut l'une des rares fois où l'homme sans larmes pleura. S. Freud entreprit alors de dire à sa famille et au comité des premiers psychanalystes qu'il était atteint d'un cancer. Il partit visiter Rome et à son retour consulta des chirurgiens spécialistes de la zone orofaciale. Pendant les années qui suivirent, l'état lésionnel de S. Freud resta à peu près stationnaire. Son cher carcinome, comme il l'appelait avec humour, le laissa un peu tranquille. Toutefois, à plusieurs reprises, suite à quelques interventions, pratiquées notamment dans la clinique où l'une de ses patientes eut à pâtir de son ami le médecin otorhinolaryngologiste W. Fliss au niveau du nez et de la bouche, il dut réapprendre à manger et à parler et il continuait à souffrir. Cela ne l'empêcha pas de continuer son addiction au tabac, ni de travailler,
que ce soit pour recevoir ses patients, plus de 6 par jour, ou pour parfaire son œuvre théorique. En septembre 1930, sa mère s'éteignit à l'âge de 95 ans, son père étant mort, lui, en octobre 1896. L'année suivante, après avis auprès de spécialistes en radium, S. Freud se fit à nouveau exciser. En 1934, à Berlin, les nazis brûlent ses livres. C'est seulement en 1936 que le processus cancéreux s'accéléra à nouveau. Il subit alors de nouvelles opérations chirurgicales. La prothèse, surnommée le monstre par lui et ses proches, se fit ensuite de plus en plus douloureuse et insupportable. Il dut en faire fabriquer plusieurs. Il décida alors de ne plus s'exprimer en public, en particulier lors des congrès de psychanalyse. C'est à sa fille Anna qu'il confia d'y intervenir en son nom. Face à la montée du nazisme en Autriche, sous l'insistance de ses proches, peu après la mort de son ami Lou Andreas Salomé, et après que sa maison ait reçu plusieurs fois la visite de soldats nazis et qu'il ait obtenu le soutien d'un chargé d'affaires américain à la légation viennoise et une autre amie, Marie Bonaparte, S. Freud se résignera à quitter Vienne. Après une courte halte à Paris, il se réfugiera à Londres en juin 1938. De nombreux membres de sa famille devaient disparaître en camp de concentration. Jusqu'à sa mort, S. Freud devait traverser alternativement des phases de gêne et d'autres de supplice. Toutefois, il continuait à recevoir quelques patients et à écrire des articles, ainsi que des ouvrages comme Malaise dans la civilisation. Vers Noël 1938, on lui retira un séquestre osseux. Il s'ensuivit un soulagement, mais aussi une enflure qui prit graduellement un aspect inquiétant. Un éminent cancérologue consulté, le docteur Wilfred Trotté, recommanda d'attendre. Mais face au désespoir de sa fille, un autre spécialiste, le professeur Lacassagne, de l'Institut Curie de Paris, examina le malade et conclut à un cancer incurable et inopérable. Seul un traitement palliatif demeurait possible. On administra donc à S. Freud pendant plusieurs jours des rayons Röntgen. Les douleurs reprirent. Une odeur désagréable commença à se dégager de la bouche. Même son chien le fuyait. Sa fatigue se fit extrême. C'est son dernier médecin, le docteur Monsieur Schur, qui fut mandé à son chevet. Le 21 septembre 1939, S. Freud sortit de sa somnolence et lui dit « Vous vous souvenez de notre première conversation. Vous m'aviez promis alors de m'aider, lorsque je n'en pourrai plus. À présent cela n'est plus qu'une torture, et cela n'a plus de sens. » Monsieur Schur lui prit la main, et lui administra un calmant. Le lendemain matin, il lui donna de la morphine. S. Freud devait s'éteindre paisiblement le jour suivant, 23 septembre, juste avant minuit. Son corps fut incinéré le matin du 26, en présence d'un grand nombre de personnes. C'est son ami Ernest Jones et l'écrivain Stefan Zweig qui prononcèrent l'oraison funèbre. Les cendres de cet incorrigible fumeur furent recueillies dans une urne grecque offerte par Marie Bonaparte. Celles-ci furent mystérieusement volées quelques années plus tard, et personne ne sait aujourd'hui ce qu'elles sont devenues. Un autre mystère demeure. Plus épais. S. Freud a-t-il eu réminiscence, consciente ou inconsciente, pendant toutes ces années de calvaire, d'un épisode apparemment anodin de son histoire se rapportant à sa bouche? Et comment ce souvenir enfoui a-t-il pu avoir quelque influence sur sa maladie? Nous faisons ici référence à un accident, tu par l'intéressé lui-même et ignoré par tous les biographes, survenu alors que S. Freud avait 2 ans, un âge où la marche n'est pas encore totalement assurée. Ce sont ses parents qui lui en auraient fait le récit. Pour nous, D. Anzieux, après A. Greenstein et J. Sagner, y fera simple allusion sans établir de lien avec son cancer. La scène se passe donc en 1858. S. Freud tombe d'un escabeau laissé par son père dans l'appartement familial, et s'ouvre le menton. Il perdra beaucoup de sang et sera soigné par le médecin de famille, un borgne dénommé le docteur Pur, signifiant qu'il n'est pas très éloigné du docteur Schur. Que peut signifier ce banal accident domestique, quand on sait qu'il se passe alors qu'il aime à se promener en forêt avec son père et que sa mère est enceinte de sa première sœur, prénommée Anna? Jamais d'ailleurs ces frères et sœurs-là ne devront s'entendre. Un jeune frère, Julius, est décédé il y a peu, à l'âge de 6 mois. Le jeune S. Freud en était très jaloux. À cette époque encore, S. Freud continue à être réprimandé parce qu'il mouille son lit. Il promettra à son père d'acheter un lit tout neuf dans la ville voisine.
Et si le cadre de la cure psychanalytique était ce divan, et son objectif premier vaincre les sentiments de culpabilité nés de nos pulsions d'enfant. Bibliographie COMPLEMENTAIRE. Enzieux-D, l'auto-analyse de Freud. 1959 à 1975, De Vol, ed. Puff 1975. Cher monsieur, la psychanalyse est-elle nuisible? Ed. Hachette, 1968. Freudès et BINSWANGERL. Correspondance, ed. Kalman-Levy, 1995, page 262. Béjolaa, Les mots de Freud, col. Confluent psychanalytique, ed. des belles lettres, 1989. GALDSTONI, Freud and Romantic Medicine, in Bull. History of Medicine, 1956, numéro 30, pp 489 à 507. Guépé, Freud une vie, ed. Hachette, 1991. Grimbert P. Il n'y a pas de fumée sans Freud, ed. Acolin, 1999. GRINSTEINA, On S. Freud des Dreams, Wayne State Univers. Press ed. Détroit USA 1968. Jones E. La vie et l'œuvre de S. Freud, 1958, ed. Puff, volume 3 1969. LESOURNEO, Le grand fumeur et sa passion, ed. Puff, 1984. Manonio, Freud, ed. Du Seuil, 1968. Rodrigueux, Freud. Le siècle de la psychanalyse, 1996, ed. Payot, col. Des pages de Vol 2000. Roger J. Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIIIe siècle. Ed. Acolin, 1963. Sonnet J. Es Freudbeziehungen zu seinem Geburtsort Freiberg an der Maren, in Revue Clio Medica, 1968, numéro 3, pp 167 à 180. SCHAVELZONJ. Freud, impatiente con cancer, Paidoed, Buenos Aires, Argentine, 1983. Chaud Monsieur, La mort dans la vie de Freud, ed. Gallimard, 1975. SULLOWAYF, Freud, biologiste de l'esprit, 1979, ed. A. Fayard, 1981. YOUNGBRUEHLE, Anna Freud. A. Biographie, 1988. Summit Bookshed, Londres GB. Chapitre 3. L'INQIETANTEETRANGETE. L'article de S. Freud intitulé L'inquiétante étrangeté date de 1919. Il a été publié initialement dans le revue Imago. Il a été écrit en plusieurs fois. Déjà, à l'époque de Totem et Tabou. S. Freud s'intéresse à ce sentiment particulier où le mystère et l'angoisse s'unissent, comme l'indique une note de bas de page. Et c'est parallèlement à la rédaction des apostrophes au-delà du principe du plaisir, qu'il finit d'écrire l'inquiétante étrangeté, selon la traduction de M. Bonaparte, l'inquiétant, selon les traducteurs de la nouvelle édition française des œuvres complètes. Il s'agit au départ pour S. Freud de proposer un bref commentaire à la suite de la parution du livre d'Oranck sur le double. Mais d'emblée, S. Freud choisit d'aborder le thème de la mutilation. La crainte de cette dernière est évidemment reliée par lui à celle de la castration. S'appuyant en particulier sur L'homme au sable, de E.T.A. Hoffmann, il analyse les fantasmes de démembrement et surtout d'énucléation. Il est alors conduit à évoquer l'Oedipe. Le châtiment que s'inflige Oedipe, le criminel mythique, quand il s'aveugle lui-même, n'est qu'une atténuation de la castration. L'article commence par une tentative de définir ce sentiment étrange qui vient à habiter le plus intime de l'être. S. Freud se réfère notamment à la peur, l'angoisse et l'effroi. Il cite la recherche de EJCNTSCH qui date de 1906 pour la balayer d'un revers de plume. L'auteur a convenu n'avoir jamais ressenti pareil éprouvé. Il propose alors une définition, la réunion nouvelle de quelque chose d'effrayant et de quelque chose de familier. Cherchant d'équivalent dans différentes langues, il mentionne en anglais « uncomfortable »,« uneasy »,« gloomy », en espagnol « sospechoso »,« de mal agüero »,« lugubre », et en français « inquiétant »,« sinistre »,« mal à son aise ». Il insiste alors sur la dimension d'opposition à ce qui fait partie des habitudes et de la maison. Il évoque ensuite les animaux qui ne sont ni sauvages, ni apprivoisés.
Il aborde la dimension cachée, secrète et dissimulée, qu'implique la sémantique du vocable. Dans un deuxième temps, S. Freud cherche à donner quelques exemples de situations d'inquiétante étrangeté. Il mentionne les moments où l'on doute qu'un être animé ne soit vivant, ou qu'un objet inanimé soit en quelque sorte vivant. Il en appelle ici aux figures de cire et aux automates. Mais surtout, S. Freud nous rappelle le conte fantastique d'Hoffmann L'homme au sable, et se propose d'analyser le malaise que nous ressentons à sa lecture. Pour lui, il ne provient pas exclusivement du fait que la poupée Olympia semble animée, mais essentiellement de ce que l'homme au sable arrache les yeux des enfants. Cette histoire est rapportée par un étudiant, Nathanaël, dont le père bien-aimé est mort dans des circonstances mystérieuses et terrifiantes. Il se souvient que sa mère couchait les enfants de bonne heure en leur disant « L'homme au sable va venir ». Il avait alors très peur de rencontrer ce personnage qui, après avoir jeté des poignées de sable sur les yeux des enfants récalcitrants, ce qui les faisait sauter tout sanglants hors de la tête, les mettait dans un sac pour les porter en pâture à ses petits. Décidé à en savoir plus, le petit Nathanaël se cacha un soir dans le bureau paternel. Il s'aperçut alors qu'il s'agissait de l'avocat Coppelius, un ami de la famille qu'il avait toujours craint. S. Freud parle là d'une sorte d'épisode délirant infantile. Par la suite, le père et son invité se mettent à l'œuvre auprès d'un fourneau enflammé. L'enfant entend alors Coppelius s'écrier « Des yeux, ce qui l'amène à se trahir par ses cris d'effroi. Coppelius le saisit, tandis que le père supplie son hôte d'épargner son fils. Un évanouissement et une maladie sont la suite de cet événement. Cette figure terrifiante de son enfance, Nathanaël croit un jour la reconnaître dans un opticien ambulant, Giuseppe Coppola. Il refuse d'accepter des baromètres en cadeau, de sorte que ce dernier ajoute « J'ai aussi de beaux yeux, de beaux yeux ». Il lui achète alors une lorgnette, et à l'aide de celle-ci commence à épier la demeure voisine d'un professeur. C'est là qu'il découvre la fille de ce dernier, la belle et immobile Olympia. Il en devient aussitôt amoureux. En fait, celle-ci est un automate que le professeur a fabriqué et auquel Coppola a posé les yeux. Nathanaël leur rend visite au moment où les deux hommes se disputent au sujet de leur œuvre. L'opticien a emporté chez lui la poupée sans yeux, et le professeur les ramasse et les jette à la tête de l'étudiant en lui reprochant que c'est à lui que Coppola les a volés. Il en résulte une nouvelle crise de folie. Nathanaël se précipite sur le professeur pour l'étrangler. Une nouvelle maladie surviendra. Quelques années plus tard, apparemment guéri, se promenant avec sa fiancée Clara et son frère en haut d'une tour, il a une nouvelle vision en retrouvant dans sa poche la lorgnette de Coppola. Il cherche même à précipiter la jeune fille dans l'abîme. Son frère la sauve in entremis. Parmi la foule rassemblée en bas surgit Coppelius. Après que celui-ci l'ait invité à descendre tout seul, Nathanaël se ruque par-dessus la balustrade avec un cri perçant « Oui, de beaux yeux, de beaux yeux ». Dans la partie suivante de son étude, S. Freud s'attarde sur la signification inconsciente très répandue des blessures aux yeux et de la cécité. Tout ce qui compte pour nous est comme la prunelle de nos yeux et Oedipe s'inflige pour son crime l'aveuglement. Il s'agit de la peur de la castration du membre sexuel. Il souligne son rapport avec la mort du père, en proposant de distinguer deux pères dans l'histoire, Coppelius et le père proprement dit. Le menaçant, qui cherche à aveugler l'enfant, c'est-à-dire le castrer, et le bon qui cherche à sauver ses yeux par son intervention. En d'autres termes, S. Freud pointe l'inévitable ambivalence attachée à l'imago paternel. Ensuite, S. Freud aborde le thème du double. Il se formerait pour lui lors du stade du narcissisme primaire. En effet, il y aurait toujours en quelque sorte deux moi. Le premier vit les choses au premier degré, le second observe et critique le premier. Ces seconds moi traitent le premier comme un objet. Le sentiment d'inquiétante étrangeté nous ramènerait à cette époque. S. Freud en donne encore quelques illustrations. La confrontation apparemment inattendue, lors d'une promenade aux prostituées, le sentiment d'être perdu en forêt, au milieu du brouillard, ou encore des superstitions ou la crainte que procure l'épilepsie ou la folie. Dans la dernière partie, S. Freud se rapporte encore à quelques exemples, dans la littérature comme à diverses situations, à l'instar de la croyance au retour des morts ou de la toute-puissance des idées. Il insiste sur la répétition de l'identique,
ainsi que sur les éléments de solitude et d'obscurité qui accompagnent généralement le sentiment d'inquiétante étrangeté. Il y a évidemment rien à retirer à l'abord freudien de celui-ci. La mort, le père et la castration dans leur dimension infantile en sont bien constitutifs. En lien avec la question du handicap, on pourrait se permettre néanmoins d'ajouter quelques commentaires eu égard aux développements ultérieurs de la psychanalyse. Pourquoi ma mère m'a-t-elle fait ainsi, et pourquoi mon père n'a-t-il rien fait? Ou encore, si ma mère m'a fabriqué intègre, pourquoi mon père m'a-t-il attaqué? Ou si le handicap est survenu après la naissance, pourquoi n'était-il pas là pour me protéger? Telles sont les questions que se pose la personne handicapée. Par rapport à son corps et ou à son esprit, il est évident que ceux-ci sont perçus comme étant à la fois familiers et étranges, siens et autres. Une sorte d'objet transitionnel perverti. À partir de D.W. Winnicott justement, on conçoit que l'objet transitionnel serait apte à être une sorte d'objet créé pour tenir à distance l'inquiétante étrangeté. Entre moi et non-moi, corps maternel et père, illusion et réalité, il vise bien sur fond d'obscurité et de connu à se protéger de toute rencontre douloureuse ou décevante. Mais ici l'objet transitionnel handicap n'est pas tant un apport du monde extérieur comme le doudou ou le bout de couverture, mais un objet physique ou mental faisant partie de soi. Mais ici encore, au lieu d'être temporaire, le dit objet perdure. Il envahit la psyché à tout instant et n'est plus cantonné aux moments de solitude et de dépression. Il n'est plus simplement consolateur. Il s'avère ainsi beaucoup plus près d'un objet fétiche. On sait d'ailleurs combien un tel objet a à voir avec la castration. S. Freud nous a montré que le fétiche est une construction servant à masquer le manque phallique maternel. Dès ses essais sur la sexualité infantile et sur Léonard de Vinci, il s'intéresse à cet objet à la fois fantasmatique et réel, personnel et culturel, qu'est le fétiche. Avec son article spécifique sur le fétichisme, il repère d'emblée qu'il vient marquer une déviation quant au but de la sexualité. Celle-ci n'a pas réussi à dépasser le polymorphisme initial pour s'investir selon des repères oedipiens, et reste donc fixée à une partie du corps ou à un objet inanimé, ou plus précisément à un symbole de ceci. S. Freud montrera donc que l'esprit du fétichiste est prisonnier de sa croyance infantile en un pénis maternel. Comme le psychotique ou l'artiste, il continue à cliver une partie de la réalité, ici celle de la castration féminine, du reste de ses investissements. Il y a donc reconnaissance et déni de la perte d'objet, au profit d'une illusion. Dès lors, on pourrait considérer que le handicap se situe comme un objet intermédiaire entre un objet transitionnel et un objet fétiche. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.